Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur le chômage qui remonte en flèche en février avec 38 900 demandeurs d'emploi en plus en catégorie A. La publication de ces chiffres a lieu le même jour que la présentation du projet de loi travail en Conseil des ministres. Un texte qui suscite opposition et manifestations dans les rues avec des incidents et une vidéo montrant un jeune homme violemment frappé par des forces de l'ordre. On en parle avec nos invités tout à l'heure. Du grand banditisme au terrorisme, les relations permanentes. Les frères Al-Bakraoui, identifiés comme les kamikazes des attentats de Bruxelles, incarnent ce lien entre délinquance et islamisme radical. On va insister ce soir sur ces passerelles et sur l'importance du renseignement. Et débat à suivre avec l'ancien commissaire de police Georges Moréas, le maire de Sevran Stéphane Gatignon et la sociologue en charge de la déradicalisation Ouissa Kies. Enfin, l'entretien. Il est écrivain, c'est un grand voyageur, diplomate, ancien ambassadeur à Malte. Daniel Rondeau nous livrera sa réflexion sur nos sociétés à l'épreuve des attaques terroristes. Et le romancier nous parlera aussi de son livre Boxing Club, un éloge de la boxe, une leçon de vie aussi. Le grand entretien est à suivre tout à l'heure. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie. Vos réactions et questions via le hashtag OVPL. Et tout de suite, le repère de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Le chômage a bondi en février. Une hausse de 1,1% en un mois pour les demandeurs d'emploi sans aucune activité. Une mauvaise nouvelle aussi pour l'exécutif français, Anne-Laure Bans. C'est une nouvelle douche froide pour le gouvernement. Après une légère baisse en janvier, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A n'exerçant aucune activité a fortement augmenté. Plus 38 400 chômeurs, soit une hausse de 1,1% par rapport au mois dernier. Un des plus mauvais chiffres jamais enregistrés depuis septembre 2013. Autre mauvaise nouvelle pour le gouvernement, toutes les catégories d'âge sont touchées par cette augmentation. Plus 0,5% chez les moins de 25 ans, plus 1,3% chez les actifs et plus 0,9% chez les seniors. Pour la ministre du Travail, ces chiffres s'expliquent en partie par une croissance encore frileuse. Des arguments peu convaincants pour l'opposition. Dans un communiqué, les Républicains fustigent l'inefficacité de la politique du gouvernement sur l'emploi depuis 4 ans. Le désastre en matière d'emploi se poursuit. Les chiffres confirment l'échec continu de la politique de François Hollande. Hasard du calendrier, ces derniers chiffres ont été rendus publics le jour de la présentation de la loi travail en Conseil des ministres. Le chômage à la hausse et la jeunesse de nouveau dans la rue. Étudiants et lycéens étaient cependant moins nombreux pour manifester contre le projet de loi El Khomri. 43 000 personnes selon la police. Dans plusieurs villes de France, des échauffourées ont éclaté. 2 voitures ont brûlé et 45 personnes ont été interpellées. Un jeune manifestant a lui été frappé par des policiers dans le 19e arrondissement de Paris. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, choqué par les images, a saisi l'inspection générale de la police nationale. Une enquête a été ouverte. Justement, ce matin, cette réforme du Code du travail a été présentée en Conseil des ministres. Le gouvernement peine à convaincre, on l'a vu, et pour la ministre du Travail, c'est un texte équilibré, un nouvel élan pour la démocratie sociale. On l'écoute. Le texte que j'ai présenté est celui issu des concertations que nous avions menées avec les organisations syndicales et patronales. C'est un vrai nouvel élan pour la démocratie sociale dans notre pays, puisque ce texte marche sur 2 jambes. Il est équilibré, à la fois des nouvelles souplesses aux entreprises pour améliorer la compétitivité de notre économie, et puis de nouvelles protections, de nouveaux droits pour les salariés. Au Sénat, sur ce texte, le débat parlementaire s'ouvrira en avril et la droite promet déjà une réécriture du projet de loi. Le sénateur Les Républicains Jean-Baptiste Lemoyne, co-rapporteur du texte, veut une loi travail qui ne soit pas un marché de dupes. Il faut des mesures permettant aux TPE et PME de reprendre confiance pour embaucher, a-t-il ajouté. En Belgique, 2 jours après les attentats, le niveau d'alerte antiterroriste vient d'être abaissé au niveau 3. Et puis aujourd'hui, Salah Abdeslam a changé de stratégie de défense. Le terroriste, membre des commandos du 13 novembre à Paris, veut maintenant revenir en France pour être entendu par la justice. Au même moment, dans l'enquête à Bruxelles, la police recherche activement un deuxième suspect. On fait le point avec Jordan Klein.
Le suspect numéro 1 des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam, souhaite désormais s'expliquer avec la justice française le plus vite possible. Salah Abdeslam m'a donné son souhait de vous faire part qu'il souhaitait partir en France le plus vite possible. Verrez le juge d'instruction pour qu'elle ne s'oppose plus elle-même à ce départ et à cette remise en France, qui pourra se faire donc, on espère, en tout cas, je l'espère, dans les plus brefs délais. Dans l'enquête sur les attentats de Bruxelles, 2 suspects sont actuellement recherchés. Dans le métro de Malbec, Khalid El Bakraoui, kamikaze, a été filmé en compagnie d'un homme qui portait alors un gros sac. Les services de police n'ont pas encore réussi à l'identifier. L'autre suspect, l'homme au chapeau à droite sur cette photo, est accompagné d'Ibrahim El Bakraoui au milieu et de Najim Lachraoui à gauche, les 2 kamikazes de l'aéroport de Zaventem. Avant de prendre la fuite, il a laissé une valise remplie de la plus grosse charge explosive qui n'a pas fonctionné. Certains blessés sont soignés pour des blessures par balle. Il semblerait, selon le journal Le Soir, que ce soit cet homme qui ait ouvert le feu peu avant les explosions. Un appel à témoins a été lancé pour le retrouver. Avec Mohamed Abrini, dernier complice de Salah Abdeslam, ces 2 suspects sont désormais les hommes les plus recherchés d'Europe. Et la Belgique a vécu aujourd'hui son 3e jour de deuil. Nouvelle cérémonie d'hommage au Palais de la Nation en présence du roi et de la reine des Belges. Nouvelle minute de silence aussi cet après-midi partout dans le pays. Je vous le disais, le projet de loi El Khomri était présenté ce matin en Conseil des ministres. Ce soir, un très mauvais chiffre du chômage a été publié. Où en est le gouvernement dans cette réforme? On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, le chômage remonte en flèche pour le mois de février avec 38 900 demandeurs d'emploi en plus en catégorie A. La publication de ces chiffres est tombée le même jour que la présentation du projet de loi travail en Conseil des ministres. Un texte, vous le savez, qui suscite opposition et manifestation dans les rues avec des incidents et une vidéo, vous l'avez vu dans notre journal, montrant un jeune homme violemment frappé par des forces de l'ordre. Sur l'ensemble de ce contexte, nos invités ce soir, Hervé Chaperon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, ancien directeur général de Pôle emploi, auteur du livre à charge contre l'institution, Pôle emploi, autopsie d'un naufrage. Avec nous également Bruno Jeudi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, rédacteur en chef politique à Paris Match. Nous accompagne Michel Soudet, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. À vous. Rédacteur en chef adjoint auprès de l'hebdomadaire Politis et notre chroniqueur économique est là, Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, avant de parler des chiffres du chômage, du projet de loi de travail en détail, parlons du contexte, Bruno Jeudi, avec toujours évidemment des oppositions, des manifestations dans les rues et des incidents. Cette vidéo montre un jeune homme violemment frappé par des forces de l'ordre. De quoi est-elle révélatrice? D'un contexte inflammable? D'abord un contexte pour François Hollande difficile parce que c'est la gauche qui manifeste contre ce gouvernement et même s'ils étaient sans doute moins nombreux aujourd'hui dans les différentes manifestations qui ont eu lieu un peu partout en France et notamment à Paris, c'était beaucoup plus tendu, voire même très tendu dans certains endroits, à Paris, à Nantes, à Toulouse. Donc ça montre qu'il y a un vrai conflit entre deux gauches, une gauche qui gouverne, une gauche qui manifeste et qui conteste la politique actuelle. Et c'est révélateur d'un François Hollande qui aujourd'hui est face à je ne vais pas dire une gauche en ruine parce que c'est peut-être excessif, mais en tous les cas une gauche fracassée. Et ce projet de loi El Khomri, au fond, arrive à un moment, c'est révélateur de ça. Surtout que ça fait suite au débat sur la déchéance qui a plongé la gauche dans une division extrêmement profonde et bien d'autres dossiers emblématiques de ces difficultés. Alors le chômage par là-dessus, vous êtes dans une situation où François Hollande est maintenant en difficulté politique. Non pas seulement par rapport à l'objectif qui serait de se faire réélire en 2017, mais même de pouvoir être candidat. C'est ça aujourd'hui qui se joue, à la fois sur sa propre promesse celle sur le chômage, on en parlera, mais aussi sur quelle légitimité peut trouver aujourd'hui pour une candidature soutenue par toute la gauche. Une partie de la gauche. Je reste encore un mot sur les échauffourées. On va écouter la réaction du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, tout à l'heure. Ces images sont choquantes et ces images m'ont choqué, car elles ne correspondent pas à ce qu'est l'idée qu'une immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des policiers de France, se font de leur mission et des conditions dans lesquelles ces missions doivent être exercée.
Michel Soudé, évidemment, Bernard Cazeneuve condamne toutes les violences, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu 10 policiers également qui ont été blessés, plus d'une quarantaine de personnes interpellées. Mais je reviens sur le contexte. C'est vraiment, même si les manifestations sont moins nombreuses quantitativement, c'est toujours une angoisse, une crainte pour l'exécutif, évidemment, ce genre de débordement. C'est effectivement une crainte pour l'exécutif. Je pense que là, Bernard Cazeneuve ne pouvait pas dire moins compte tenu de ce qu'on a pu voir sur cette vidéo. Maintenant, l'angoisse, c'est d'abord celle d'une jeunesse celle qui manifeste, mais aussi celle qui ne manifeste pas et qui est opposée au projet de loi tel qu'il a été modifié, et qui pourrait bien manifester plus tard, la semaine prochaine ou en d'autres occasions. Ou pas, mais apparemment, c'est pas dans ce sens-là que ça se dirait. Non, là, on a eu aujourd'hui sans doute un peu un reflux parce qu'il y a eu des manifestations le 9 mars, le 17 mars. Il y en a une autre de prévue la semaine prochaine. Je pense que beaucoup d'étudiants sont aussi désireux de travailler et n'ont pas forcément le loisir ou la possibilité de manquer des cours. Mais toutes les informations que l'on a montrent qu'ils sont déterminés. En tous les cas, ils sont extrêmement opposés à ce qu'on leur propose parce qu'ils ne voient pas de solution à leurs conditions. Pas forcément déminer toutes ces oppositions ni ces manifestations dans les rues. Non, loin de là. Alors justement, Hervé Chaperon, si on fait le récapitulatif des obstacles, des embûches pour ce texte, ce projet de loi travail, pas encore arrivé au Parlement, c'est assez édifiant quand même le nombre de haies qu'il a eu sur le parcours. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça traduit quand même le fait que je pense que depuis le quinquennat de François Hollande, sur certains points dans le quinquennat précédent, mais on prend systématiquement l'autoroute par la bretelle inverse. On a commencé dans le quinquennat de Hollande à faire ce que j'appelle du traditionnel. Ce qu'on faisait vis-à-vis du chômage de masse depuis 25-30 ans. Et de temps en temps, on boostait les curseurs. Un seul exemple, les contrats aidés. On arrive à 500 000 contrats aidés, 2,5 milliards par an. C'était Laurent Fabius qui avait créé les premiers, les TUC, et on continuait comme ça. Alors, quand le chômage était vraiment une progression forte, on boostait les éléments traditionnels. Et puis, on s'est aperçu que il y a un moment, ça ne fonctionne plus. Et donc, on sort cette loi. Je pense que cette loi a des éléments très positifs. Et je pense que cette loi aurait été la bienvenue dans les 6 mois, 8 mois, je parle devant les spécialistes politiques, les premiers 6 mois, 8 mois du quinquennat de François Hollande. Ça aurait déjà été moins coûteux parce que entre les contrats aidés, entre les allègements de charges et autres, c'est quand même à coût de milliards, 40 milliards d'allègements de charges. Oui, la liste est longue sur ce plan-là. Bon, une politique de l'emploi qui ne produit rien, qui est inefficace et qui coûte par an plus de 100 milliards. Bon, je pense qu'on aurait pu, si on avait fait une politique très légèrement de rupture et abandonner les remèdes traditionnels et commencer à réfléchir à ce type on aurait gagné du temps, de l'argent et certainement de l'efficacité. Elle est là, mais c'est aujourd'hui, cette loi, ce projet de loi Jean-Luc Rambaud, et ça arrive dans un contexte d'urgence absolue économique. On va quand même parler de ces chiffres du chômage. C'est une remontée en flèche, une explosion, je le disais tout à l'heure, et une douche froide. On est à près de 40 000. Oui, il fallait écouter Mme El Khomri. Parler de douche froide, c'est exactement ça, parce que le mois de janvier est plutôt bon pour elle, et puis le mois de... Et c'est alterne comme ça, chaque mois, on a l'impression, quand on commande ces chiffres, d'être un peu... D'un côté, quand ça baisse, on dit le rabat-joie, parce qu'on dit que ça ne va pas durer, et puis alors, quand ça monte, on paraît comme un croque-mort, donc c'est vraiment pénible à faire. Cela dit, sur le chiffre de février, il faut se rendre compte quand même, comme il y a eu beaucoup de désinscriptions ou de radiés en janvier, à peu près par rapport à la moyenne des mois précédents, il y en a eu 19 000 de plus qu'on n'arrivait pas bien à expliquer. On les a retrouvés dans la catégorie A au mois de février. Donc la hausse doit tenir compte aussi
de l'impact du bon mois de janvier qui n'était pas véritablement le reflet de l'emploi à l'époque. Je vous interromps parce qu'évidemment, il y a ces vases communicants et puis il y a des situations réelles. Ce sont autant de personnes et de familles qui sont touchées. Là, on ne parle pas de chiffres. Oui, alors, on parle de vraies souffrances. Alors, je dirais, bon, ne pas le placer sur le plan simplement du pessimisme de ces gens, mais sur un plan politique. Évidemment, ça signe un échec absolument majeur. Je pense qu'au point de départ, vous signaliez tout à l'heure, monsieur, je suis d'accord, il y avait une sous-estimation que c'est un problème structurel. C'est simplement ça, quoi. C'est un problème structurel, alors qu'on l'a traité comme un problème conjoncturel, je mets un petit peu d'emploi jeune, etc. Et là, on s'est aperçu au fil des mois, parce que quand même, depuis l'arrivée de M. Hollande, on est quand même à 723 000 chômeurs de plus. Et je disais tout à l'heure qu'au mois de mai, quand il fêtera son 4e anniversaire d'entrée à l'Élysée, il en sera au même point que M. Sarkozy, alors qu'il aura lui fait 5 ans. Alors, donc c'est vraiment, on est dans quelque chose qui interpelle. Ça veut dire que droite et gauche, Bruno Jeudi, alors qu'ils dénoncent ce chômage de masse, n'ont pas tenu compte de son caractère structurel? Mais parce que je crois, au fond, pour rejoindre ce que disait monsieur, je crois qu'en fait, dans ce pays, on a acté l'idée qu'il y avait un chômage de masse, qu'on le faisait baisser de temps en temps à coup de traitement social, dont on sait parfaitement que ça coûte cher et que ça devient de moins en moins efficace, parce qu'en plus, on ajoute à ça, dans un contexte de mondialisation, le fait que les entreprises françaises sont moins compétitives, que les charges n'ont sans doute pas baissé suffisamment. En tous les cas, que l'emploi n'est pas assez souple, enfin la possibilité pour les entreprises, et cette loi c'était l'un de ses objectifs, au fond, gauche et droite ont échoué sur tous ces aspects-là. Et du coup, on est une société qui s'est habituée au chômage de masse. On est quand même quasiment les champions d'Europe. Je parle sous le contrôle du docteur Gombaud, dont le diagnostic était quand même assez terrible. Il faut savoir quand même que pendant ce quinquennat, il n'y a jamais eu 2 mois consécutifs de baisse. Ça paraît incroyable que François Hollande continue de dire que d'accrocher sa possibilité d'être candidat à justement des baisses consécutives. C'est-à-dire que là, maintenant, il n'y a pas eu 2 mois consécutifs depuis le début du mandat. Simplement qu'on fait une erreur fondamentale, c'est que le traitement du chômage, ce n'est pas quelque chose d'administratif. On est dans l'économie. Et qu'il y a un seul facteur, il n'y a pas besoin d'être agrégé d'économie, c'est la croissance. Or, qu'est-ce qu'on fait ? On ne rend pas le corps sain, on lui met des pansements là où ça ne va pas. Et on arrive à un puzzle de solutions qui ne sont qu'à très court terme et autres. Le style, c'est que quand, par exemple, dans la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, il prend position. Si je suis élu, il n'y aura plus de contrats aidés. Moins d'1 an après, il relance les contrats aidés. Il dit qu'il y aura le plein emploi. C'est un tableau très noir. Grâce à Pôle emploi, on devait avoir le plein emploi en 2012. Absolument. C'est un tableau noir et il correspond à une réalité. On ne va pas du tout l'enjoliver. Mais Michel Soudé, il y a eu quelques jours une note de l'INSEE, on l'a commenté ensemble, Jean-Luc Gombaud, qui avait donné quelques couleurs à l'exécutif et quelques notes d'espoir pour nous, qui annonçait des jours meilleurs. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut la déchirer. Une baisse du taux de chômage à 9,9. D'ici à la fin de l'année, alors que nous sommes à 10. Donc, il parie quand même sur ce qui ramènera le taux de chômage français un petit peu en dessous de ce qu'il aura trouvé en 2012. Donc, il pourra toujours dire j'ai gagné 0,1 point. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. On est dans la marge. Si on a autant parlé de cette note de l'INSEE, c'est d'abord parce que c'est l'Élysée, Matignon qui l'ont fait fuiter. Ils l'ont mis dans leurs éléments de communication. Ils l'ont dévoilé avant l'embargo. Pour qu'on voit bien ce que la note pouvait avoir de positif pour eux. Néanmoins, les chiffres là, du chômage montrent qu'il n'y a pas de reprise. Effectivement, le problème est structurel, mais pas comme vous dites, parce que quand vous dites que le problème c'est la croissance, etc., le problème il est structurel parce qu'on est dans une société où il n'y aura plus jamais de croissance. Et il faut penser l'économie et la satisfaction des besoins dans une société où on ne peut plus y avoir de croissance. Ça veut dire qu'il faut penser autrement, il faut penser de nouveaux secteurs à investir, créateurs d'emplois ou autres, mais ça ne fera pas de croissance parce qu'on est dans un monde fini, on le sait,
La COP21 est quand même passée par là pour une prise de conscience, mais ça fait longtemps qu'il y a des courants de pensée qui le disent. C'est très intéressant parce que ce sont deux visions, deux courants et deux voix pour notre pays et d'autres pays. Jean-Luc Gombault, ceux qui disent, comme Hervé Chaperon, mais il faut s'accrocher à cette croissance. Cette croissance, ça nous ramènera de l'emploi. Et ceux qui disent, comme Michel Soudé et d'autres, mais attention, on a changé de modèle, on a changé d'air et de système. Il faut trouver d'autres outils sans croissance. Bon, il faut en faire le deuil. Voilà un débat qui s'ouvre, qui est intéressant. On ne va pas le résoudre là sur la fin de la croissance. Je ne partage absolument pas ce point de vue que je vois développer chez un certain nombre d'économistes, que je trouve totalement erroné, je peux dire. D'ailleurs, le fait même que quand on dit que les nouvelles énergies, l'isolation des bâtiments fera de la croissance, même c'est pas là du tout. Je pense que s'il n'y a plus de croissance, c'est la mort. Et donc, ça, c'est mon point de vue. Et on ne peut pas, comme ça, développer. Ce que je veux simplement dire sur la loi du contrat de travail qui a été développé aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est dans cette ambiance comment le gouvernement s'est débrouillé comme un manche dans cette histoire. Et vous dites qu'il y a sur les manifestations, il y a moins de monde parce que les gens croient qu'ils ont gagné, puisque en fin de compte, on a supprimé les indemnisations plafonnées et donc ils ont vu là une victoire. En réalité, la base de cette loi, ça n'a rien à voir avec ça, mais rien du tout. Et on parle que de ça depuis 3 semaines. Je peux vous rejoindre sur le fait que les aménagements sont extrêmement cosmétiques et n'ont rien changé au fond. Alors voilà, le fond... Mais attendez, vous y voyez une mauvaise nouvelle, mais Jean-Luc Gombault y voit une bonne nouvelle, parce que finalement, il n'y a pas eu de recul du gouvernement, dit-il, parce qu'il va insister sur l'élément qui lui semble fondamental, mais je vais vous le laisser dire, les normes. C'est les normes, c'est l'inversion des normes, c'est-à-dire la décentralisation de la politique sociale au niveau de l'entreprise. C'est quelque chose d'absolument majeur, qui a été introduit d'ailleurs par Xavier Bertrand dans sa loi de 2008, mais lui qui avait décentralisé au niveau des branches. Et là, on franchit un pas supplémentaire et on va au niveau des entreprises. Ce qui est extraordinaire, et je finirai par là, c'est qu'on a fait croire aux gens que en permettant aux entreprises de licencier, on allait permettre de faire des emplois. Mais qui peut croire un truc comme ça? C'est absolument impossible. D'ailleurs, l'entreprise n'a pas besoin d'avoir une flexibilité de licenciement. Elle a besoin d'avoir une flexibilité du travail des gens qui sont employés et non pas des gens qu'on va licencier. Pour ceux qui subissent parfois une flexibilité et donc un licenciement. Pardonnez-moi. Non, la nuance, c'est qu'ils sont corvéables à merci. La flexibilité, c'est ce que permet la loi. En fonction de la conjoncture, c'est-à-dire en fin de compte, les entreprises on voit ce chômage, un mois ça baisse, un mois ça monte, un mois ça baisse. En l'occurrence, la conjoncture, c'est les chefs d'entreprise qui la décident. Parce que tout est prévu dans la loi pour que ce soit eux qui la décident. Alors ça, c'est un autre débat. Je vais faire réagir dans quelques instants Bruno Jeudi sur tout à l'heure ce qu'on disait, la concomitance de tous ces projets menés par l'exécutif et qui n'aboutissent pas. Mais Hervé Chaperon, vous qui avez été à la tête, à la tête de Pôle emploi, mais dites-nous comment ça se passait. Quand il y avait des mauvais chiffres tous les mois, est-ce que le gouvernement, quel qu'il soit, venait vous dire mais comment faire? Est-ce que vous-même, depuis Pôle emploi, parce que ce ne sont pas que des outils statistiques, vous réfléchissiez déjà à des outils pour un petit peu arrondir les chiffres? La courte histoire de Pôle emploi, c'est deux chapitres bien différents. C'est un premier mandat de 3 ans, puisque les mandats à Pôle emploi sont de 3 ans. C'est un premier mandat, je ne voudrais pas exagérer, mais qui ressemble à une véritable panique. C'est-à-dire une réforme dont on parle depuis 25 ans, et le jour où elle a lieu, où il faut la mettre en place, personne n'est préparé. Et vous avez là une baisse de qualité du service, vous avez une perte de valeur, et c'est chacun, perte de valeur en termes d'entreprise, si j'ose dire, et chacun essaye à sa place de faire ce qu'il peut, et là, avec des salariés de très bonne volonté et autres, mais complètement déboussolés. Par des affirmations de principe stupides et idiotes qui révèlent une méconnaissance de ceux qui ont décidé ça du travail, le métier unique. Le métier unique. Qui peut correspondre il n'y a aucun métier, mais il n'y a aucun aucun métier qui est unique. Vous avez besoin d'un emploi, j'ai ceci, je vous le propose. Je suis l'indemnisation et l'accompagnement, c'est la même chose puisque c'est la même clientèle. Alors je vais vous extrapoler. À Roissy, Air France et les compagnies de taxi, c'est la même clientèle. Est-ce qu'il faut les fusionner? Attendez, quand vous entendez ce que j'appelle des inepties de raisonnement de ce genre,
Je peux vous me poser une petite demande question où on va personnelle. chercher ça. Alors ça, c'est le premier. Ce constat, c'est pas par ressentiment parce que vous n'êtes plus à Pôle emploi, c'est une vraie réalité. C'est pas parce que vous êtes sorti de l'institution que vous lui donnez le coup de pied de l'âne, si je puis dire. Non. Mais moi, attendez, j'ai jamais fait, j'ai jamais caché mes sentiments. J'ai toujours été contre cette fusion. J'ai toujours été contre cette fusion parce qu'elle ne correspond pas à une, comment dirais-je, à une qualité de service, qui est essentielle. Voilà. Et alors le deuxième mandat, changement de directeur général, là il y a eu une structuration avec un effort énorme pour redéployer à la fois les efforts, pour rationaliser et surtout une chose importante, c'est que un demandeur d'emploi n'égale pas un demandeur d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont très éloignés de l'emploi, il y a ceux qui sont proches de l'emploi, et on a segmenté cette clientèle. Vous avez raison de rappeler tous adapter. ces profils. Bon, mais il s'avère qu'avec le chômage de masse qui augmente et tout, les moyens manquent et que le nombre de personnes qui bénéficient de ce qu'on appelle un accompagnement renforcé est minime, je ne voudrais pas dire dérisoire, ça serait malveillant. Ceux qui sont dans cette situation et qui nous regardent aux besoins. Vivent cette réalité. Je voudrais qu'on conclue aussi avec un large tour de table sur la situation politique. On en a parlé tout à l'heure, Bruno Jeudi, parce qu'il y a le projet de loi travail, il y a aussi la déchéance de nationalité, et on en a beaucoup parlé ici, il y a l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, etc. Cette concomitance, comment vous l'analysez aujourd'hui? Tout arrive en même temps et tout n'est pas en train de très bien marcher. Non, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que diront les historiens qui regarderont dans quelques années cette fin de quinquennat. Mais il faut reconnaître que depuis le mois de décembre, alors certes François Hollande n'était pas bien vaillant cette fin d'année, mais à la limite il avait peut-être quelques petits espoirs. La COP 21, les régionales qui avaient été un peu moins mauvaises, même si c'était pas terrible, moins mauvaises que prévu. Et puis là, depuis le début de l'année, on a le sentiment que toutes les batailles qu'il entreprend, il les perd toutes les unes après les autres. Se transforme même en Waterloo, la déchéance de nationalité. C'est un fiasco monumental. Alors, on n'a pas encore l'exact point d'arrivée, mais on voit bien que cette révision constitutionnelle est terminée. La loi El Khomri, elle a été détricotée et je crois que quand elle sera passée à la moulinette parlementaire, il n'en restera pas grand-chose au mois de juin. Le référendum, pour faire plaisir aux 3 nouveaux ministres écolos, préparé dans la précipitation, a très peu de chances d'aboutir, j'allais dire, un minimum de consensus entre zadistes et partisans du projet. Donc on voit bien que plus rien ne marche et cette fin de quinquennat se termine dans les pires conditions pour François Hollande, qui aujourd'hui n'a plus que 2 mauvaises solutions. Soit il décide de ne pas se représenter et il peut espérer terminer son mandat le plus dignement possible pour un président sortant. On voit bien que sa majorité est en train d'exploser. Soit il décide de se représenter et là, à mon avis, il sera obligé sans doute de passer et de se soumettre à une primaire humiliante qui aurait lieu à la fin de l'année. Ce serait une première pour un président sortant. La conclusion, Michel Saudet, je ne sais pas si vous partagez cette analyse sans concession. Globalement, oui. François Hollande est quelqu'un qui a été élu, qui n'a jamais eu aucune vision de la France, ni aucune dimension historique quelconque. Donc il gère au jour le jour. Au bout d'un moment, ça ne peut pas finir correctement. Il n'y a pas de vision d'ensemble. Éventuellement, la seule chose dont il pouvait imaginer, c'était d'aller vers sa réélection. C'est extrêmement hypothétique. C'est le verre à moitié vide, il y a le verre à moitié plein. Il reste encore 14 mois. Nous verrons comment tout cela peut se passer. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, messieurs. Restez avec nous. La suite de votre émission est justement toujours dans l'actualité politique. On va évoquer ce qui se profile. L'État serait-il en train de desserrer les boulons de la rigueur? C'est l'édito politique ce soir. Et oui, l'exécutif pourrait, je dis bien pourrait, décider de renoncer à une partie de la baisse des dotations aux collectivités locales. On en parle avec Gilles Leclerc. Bonsoir Gilles. Est-ce qu'il faut y voir, Gilles, comme on l'a dit pour les fonctionnaires, encore un cadeau électoral? Ça fera une bonne transition avec ce qui vient d'être dit. Prenez le calendrier. Le congrès des maires de France, c'est la fin du mois de mai. On sera pile 1 an avant la présidentielle. Je rappelle qu'il y a 36 000 maires en France, ça n'est pas rien. Ce sont des relais politiques extrêmement puissants. Mais visiblement, le cap
politique du tandem Hollande-Valls et celui plutôt de l'apaisement généralisé pour cette dernière année avec des gestes, on va dire, catégoriels. Alors c'est pas nouveau, c'est de bonne guerre. Tout gouvernement, de droite et de gauche, confondus, ont souvent procédé comme ça, avec en ligne de mire en effet des élections. Mais c'est vrai que l'oxygène, a priori donné aux communes, on parle quand même de 3,7 milliards. Un effort pour les départements avec cette très épineuse question du RSA. Un geste pour les fonctionnaires, pour les agriculteurs, le plan de formation pour les chômeurs, ça va faire beaucoup, même si, en effet, les situations sont souvent justifiées. Il y a beaucoup de communes aujourd'hui en France qui sont quasiment en faillite et des départements qui sont souvent en très mauvaise santé. Mais donc, au final, l'addition sera lourde. Mais c'est vrai que cela peut contribuer peut-être, je dis bien peut-être, à faire un peu retomber quelques tensions politiques. Mais est-ce que ça veut dire, Gilles, qu'il y a une réorientation un petit du cap économique du gouvernement ? Sur le papier, non, parce que nous sommes d'abord sous surveillance des marchés et de Bruxelles. Il ne s'agit donc pas de laisser filer les comptes, mais on peut rappeler que le gouvernement avait fait de l'objectif de baisse de la dette et des déficits un vrai objectif politique. Il resterait d'ailleurs beaucoup, et il reste encore beaucoup d'économies à faire. On parlait de 30 milliards. Et du coup, il va falloir tout simplement en trouver d'autres. Et donc l'équation, elle est extrêmement compliquée pour le gouvernement. Certes, ces cadeaux, entre guillemets, ils peuvent être peut-être utiles pour la croissance, en relançant par exemple l'investissement pour les collectivités locales, qui en a parfois un besoin. Mais c'est sans doute pas mauvais pour l'emploi. De la même façon, un peu de pouvoir d'achat donné aux fonctionnaires, ça peut être bon pour la consommation. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire plaisir, surtout en temps de crise, à tout le monde, et en même temps en restant dans les clous à l'égard de Bruxelles. D'autant que le contexte, évidemment, antiterrorisme, est évidemment devenu une priorité totalement absolue, et que cela coûte, et que cela va coûter extrêmement cher. Donc au total, cela signifie que le gouvernement, quel qu'il soit, qui sera issu des élections de 2017, il va se retrouver dans une situation très tendue, comme aujourd'hui. Et que donc la croissance, on le voit, elle reste timide. Et quant au chômage, vous en avez parlé longuement, je ne fais pas de dessin. Malheureusement. Merci beaucoup Gilles Leclerc pour votre analyse. Il est 22h30, tout de suite les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Une opération policière d'envergure est en cours à Argenteuil. Ce soir, des logements ont été évacués, plusieurs rues coupées. Des forces de l'ordre cagoulées ont investi le quartier. Un homme aurait été interpellé. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, doit s'exprimer dans les minutes qui viennent. On reviendra bien évidemment sur cette information dans notre prochaine édition. Plus de fermeté. Aujourd'hui, François Hollande a exhorté l'Union européenne à agir contre le terrorisme, notamment en adoptant ce fameux fichier européen des passagers aériens. Ce soir, les ministres européens de l'Intérieur et de la Justice étaient réunis à Bruxelles pour faire le point sur ces moyens antiterroristes en Europe. Révision constitutionnelle, rien n'est impossible selon Gérard Larcher. Le congrès de Versailles va-t-il se tenir? François Hollande a reçu les présidents des deux assemblées. Le suspense demeure. Marie Brémaud. Pour tenter de trouver un compromis entre les deux assemblées, François Hollande a reçu ce matin Claude Bartolone. Hier, c'était Gérard Larcher avec qui il discutait. Et cela coince sur l'article 2 et la déchéance de nationalité. L'Assemblée nationale ne veut pas stigmatiser les binationaux. Le Sénat ne veut pas créer d'apatrides. Un principe présidentiel, selon Gérard Larcher, qui n'a pas manqué de le rappeler au chef de l'État. Je lui ai rappelé que le texte qui sortait des travaux du Sénat était très proche de ce qu'il avait proposé le 23 décembre. Était très proche, et oui, du pacte de Versailles. Et qu'il me semblait que sur un dossier comme l'apatridie, il était difficile au Sénat de bouger parce que c'était un principe. Aujourd'hui, 3 scénarios se dessinent pour François Hollande. Ne pas convoquer le Congrès, un Congrès uniquement sur l'article 1 et la constitutionnalisation de l'état d'urgence, un Congrès sur les 2 articles avec une formulation qui puisse convenir aux députés et aux sénateurs. La navette parlementaire pourrait démarrer à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine, car tout le monde veut tourner la page de ce projet de loi constitutionnel rapidement. Ce matin, le projet de loi El Khomri était présenté en Conseil des ministres le 4 avril. Cette réforme contestée connaîtra une nouvelle étape parlementaire. Cette fois, le Sénat a déjà prévenu. Jean-Baptiste Lemoyne, le co-rapporteur du texte, sénateur Les Républicains, annonce une réécriture. On l'écoute. Qu'il faut qu'on soit très terre à terre et qu'on arrive à adresser les grands défis de la France aujourd'hui. Comment on fait pour améliorer cette situation ? Un droit du travail qui effectivement également est peu adapté aux TPE et aux PME, qui sont pourtant aussi l'essentiel de la
de l'emploi en France. Et donc, en réalité, je crois que le projet de loi passe à côté d'un certain nombre de choses et il nous appartiendra aussi d'enrichir la copie et puis aussi de l'ajuster en certains endroits et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Enfin, Marie-Noëlle Lienemann demande l'organisation de primaires à gauche pour 2017 et elle se porte déjà candidate. Selon la sénatrice socialiste et frondeuse, François Hollande n'a pas respecté ses engagements de 2012. On passe à notre second débat. Les enquêtes des attentats de Paris et Bruxelles le montrent. Les liens entre terroristes djihadistes et le grand banditisme est souvent fait. On retrouve Sonia avec ses invités. Oui, après les attentats de Bruxelles, comme ceux de Paris, ce sont les mêmes questions sur la radicalisation et l'embrigadement de ces individus, mais aussi leur arsenal qui est en cause. Comment et où les djihadistes français, belges, se procurent toutes ces armes et tous les éléments constitutifs des bombes. Entre le terrorisme et le grand banditisme, ou plutôt avec la délinquance, les relations sont permanentes. On insistera aussi ce soir sur l'aspect essentiel, le renseignement et notamment le renseignement humain. On va en parler avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, les faits justement sur le parcours des délinquants devenus terroristes avec Mounir Soussi. Des photos de casiers judiciaires pour révéler les visages des terroristes qui ensanglantent l'Europe depuis plusieurs années. Ces images montrent que beaucoup d'entre eux étaient fichés pour des faits de délinquance avant leur passage à l'acte. Les frères El Barkaoui, les deux kamikazes de Bruxelles, avaient un passé criminel. L'un d'entre eux a fait 5 ans de prison pour braquage à l'arme lourde. En Belgique, les frères Abdeslam avaient eux aussi eu affaire à la justice. Brahim avait fait de la prison pour vol et Salah était considéré comme un petit dealer. En France aussi, on observe la porosité entre délinquance et dérives terroristes. Chérif Kouachi et Amédi Koulibaly se sont rencontrés en prison des années avant de perpétrer les attentats de janvier. Amédi Koulibaly avait eu un parcours de braqueur avant de basculer dans le terrorisme. Des séjours en prison qui ont eu un effet sur sa radicalisation, comme pour Mohamed Merah. Avant son équipée meurtrière, le tueur de Toulouse avait fait plusieurs allers-retours derrière les barreaux. Et je vous présente nos invités ce soir. Georges Moréas, bonsoir et bienvenue, ancien commissaire principal, auteur du livre Dans les coulisses de la lutte antiterroriste de la rue des Rosiers à l'état d'urgence aux éditions First. Merci de nous accompagner. Avec nous également Stéphane Gatignon, bonsoir et bienvenue. Vous êtes le maire écologiste de Sevran. Vous vous défendez d'avoir fermé les yeux ou laissé faire, parce qu'on a beaucoup entendu cette radicalisation et on entendra en détail votre argumentaire tout à l'heure. On attend également un autre invité qui va nous rejoindre. Mais d'abord, Georges Moréas, je voulais vous faire réagir. Alors, tout est au conditionnel, donc on va être très prudent, mais il y a une opération policière d'envergure qui est en cours en ce moment à Argenteuil. Des logements ont été évacués, plusieurs rues coupées et la perquisition serait liée à un projet d'attentat. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, va s'exprimer tout à l'heure. C'est la preuve, mais a-t-on besoin encore d'une preuve malheureusement que la menace est permanente et qu'on tente de déjouer des attentats encore et toujours? Oui, complètement. La menace, elle est permanente et on ne pourra jamais faire autrement que de courir derrière, en quelque sorte, des gens qui veulent poser des bombes, etc. Là, on ne sait pas si c'est lié à ce qui s'est passé en Belgique ou pas, mais il est probable que dans l'opération globale qui a été effectuée en Belgique, il y a des gens qui sont dehors. Et donc, il y a forcément un risque d'attentat accru. Alors, on va en parler quand on aura plus d'éléments. Je reviens au sujet principal, ce dont je vous parlais tout à l'heure dans l'introduction, cette jonction, ce passage, grand banditisme, ou plutôt délinquance, et terrorisme n'est pas nouveau, bien sûr, mais est-ce qu'à chaque fois, il est établi, renforcé, prouvé ? Il y a une différence, c'est-à-dire que souvent les terroristes, on l'a vu chez nous avec Merah, avec ceux qui sont actuellement arrêtés en Belgique, ont trempé dans la délinquance. Mais presque toujours, en revanche, pour s'alimenter, pour avoir de l'argent, les terroristes font du grand banditisme, c'est-à-dire font des hold-up, des attaques de fonds blindés, etc. Ça a toujours été, les années 80, 90, et maintenant aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des réseaux de terroristes qui n'ont pas d'argent. Il n'y a pas de structure financière autour. Ils sont à courir après quelques centaines d'euros. Donc il faut qu'ils s'alimentent et pour ça, évidemment, quand on vit dans la marginalité, quand on vit dans la clandestinité et qu'on a des armes, on fait des braquages. Quel est votre regard, Stéphane Gatignon? Je vais parler tout à l'heure de choses qui vous concernent, mais cette porosité... Les différents parcours de djihadistes, il y a, de gens qui partent en Syrie ou en Irak, on voit qu'il y a différents profils, quoi. Il n'y a pas un profil, puisqu'on voit, il y en a un dans un quartier qui est parti, qui sortait de prison pour le coup et qui est parti directement, donc qui a été radicalisé en prison, on voit bien, donc
liées à la délinquance, etc. Mais aussi, on a plutôt une partie de jeunes qui avaient plutôt bien réussi à l'école et à l'université, qui étaient plutôt une bande de potes, entre guillemets, des amis, dans des familles fragiles, voilà, ce qui correspond souvent, et des gens qui sont convertis. Voilà, donc c'est un peu aussi ce profil-là qu'on a. Donc je pense que c'est difficile vraiment de voir, d'autant plus que les phénomènes de radicalisation, on voit bien, nous on a un jeune dont on a parlé, Quentin Roy par exemple, qui s'est converti sur une mosquée à Aubervilliers. On a un autre qu'on voit bien qui est devenu radical en allant à la Mecque avec des gens d'une autre mosquée de Seine-Saint-Denis. On voit bien que voilà, on est sur des territoires, tout ça est très poreux, tout ça est en lien. Oui, mais une diversité des profils quand même. Diversité des profils. Après, ceux qui passent à l'acte et qui sont terroristes en France, c'est peut-être, enfin, en Europe aujourd'hui, c'est peut-être différent. Mais moi, je vous parle de ceux qui partent. Et je vais vous présenter notre troisième invité qui nous a rejoint, Eduardo Valenzuela. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes sociologue, secrétaire général de l'association Dialogue Citoyen et vous travaillez notamment dans les prisons depuis 2006. On va parler de la case prison, mais souvent on nous a dit ici que ce n'est pas peut-être l'élément central, donc on ne va pas axer le débat là-dessus. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a pas de profil type, il y a une diversité de profils, il y a peut-être une porosité entre grand banditisme ou plutôt délinquance et terrorisme, mais pas de profil type, c'est important de le dire. Oui, effectivement, disons, il y a beaucoup d'approches pour comprendre le phénomène, mais parce que les personnes viennent d'horizons très différents. On a les adolescents et adolescentes aussi, des femmes qui sont parfois prises par des réseaux comme ça, où il y a le phénomène sectaire, ça a été expliqué par certains, et il y a effectivement cette porosité entre le banditisme et des glissements vers de formes de djihadisme. Oui. Non, mais c'est très important. Mais soyons précis sur les mots, Georges Moréas, parce qu'il y a une différence entre grand banditisme et délinquance. Grand banditisme, est-ce qu'on peut considérer que les deux kamikazes identifiés pour les attentats de Bruxelles, El Bakraoui, ils ont été plusieurs années, je crois, en prison, pour avoir tiré à la Kalachnikov sur un policier pendant un braquage et pour des vols de voitures, on est dans le grand banditisme, là. C'est ça. Mais on ne connaît pas toute l'histoire, donc c'est difficile d'en parler. Est-ce que c'était déjà pour alimenter une section terroriste? On n'en sait rien, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la misère un peu qui amène à la petite délinquance, c'est souvent le cas. Et de cette petite délinquance jaillit une sorte de goût d'aventure qui donne aux gens l'envie d'aller plus loin. Alors, s'il y a la prison en plus, c'est-à-dire l'expérience des grands, ça vient ça vient vite, ça fait vite boule de neige, donc c'est là où est le problème. Alors après, le grand banditisme, je veux dire, le grand banditisme classique actuellement, il est très embêté par ce qui se passe en matière de terrorisme. Ils n'ont rien à voir, je veux dire, les grands truands, parce que ça les embête, il y a des flics partout, il y a des contrôles, on passe plus les frontières, on ne peut pas passer la canne, etc. Donc ça les embête. Mais le terrorisme... C'est assez, comment dire, c'est savoureux d'entendre dire que ça les embête. Oui, c'est déjà ça, au moins on gagne ça, au moins. Si vous dites, expliquez nous comment ça se passe. Vous dites qu'il y a une porosité, hein, Stéphane Gatignon, Georges Moréas et vous-même, qu'il y a une porosité entre ces milieux. Est-ce que dans ce cas-là, l'élément essentiel, Stéphane Gatignon, c'est le renseignement humain? Alors dans ce cas-là, il y a autre chose. Excusez-moi, je voulais juste préciser autre chose aussi qui est aussi inquiétant. C'est que, et on s'en rend compte, c'est que dans les prêches des radicaux, souvent, ils justifient aussi, petit à petit, aux gens qui sont dans la petite délinquance, les petits dealers et tout ça, le fait de dealer et de vendre de la drogue aux gens qui ne sont pas musulmans, etc., à l'impie, de lui vendre de la drogue, de lui retirer sa vie et tout, parce que c'est indu. Et aujourd'hui, on a ce phénomène qui est en train de se développer là-dessus. Et là, je pense qu'il y a un vrai danger, j'allais dire, un peu plus de masse par rapport à cela, et ça, faut le noter aussi. Vous avez raison d'insister sur ce point. On va revenir aussi à certaines communes, hein, à la polémique peut-être à laquelle vous avez fait face. Il y a un autre élément, Georges Moréas, sur lequel je voudrais avoir une réponse. Est-ce que vous considérez que l'élément de la fratrie
Chez ces terroristes, c'est un élément frappant. Mera, les frères Kouachi, Abdeslam, El Bakraoui, je pense aussi aux frères Tsarnaev aux États-Unis. Pourquoi il y a ces actions entre frères, en famille, si je puis dire? Je suis assez mal placé pour en parler, mais ce que je peux dire, c'est que la conséquence pour les enquêteurs, c'est des difficultés supplémentaires. Parce que qu'il y ait une complicité entre frères ou pas, je veux dire, de toute manière, il y a une sorte de couverture, de connivence, de complicité non légale, de complicité toute simple. Et ce qui fait que ça complique les recherches des enquêteurs et les informations qu'ils peuvent obtenir. Quel est votre regard, peut-être, Eduardo Valenzuela, sur cet aspect-là? Est-ce que vous le soulignez, il est frappant, ou est-ce que c'est anecdotique? Parce que là, la liste est quand même assez longue. Ouais. Je ne pense pas que ce soit anecdotique, parce que tout se passe dans le secret, disons. Je pense que c'est cette connivence qui peut exister dans les fratries. Je pense que ça doit être lié à ça. Ce qu'on voit en Belgique, ce qui s'est passé dans un quartier où apparemment des gens... Ça existe dans le grand banditisme aussi. Voilà. Hein, et donc je pense que ce sont des réseaux très fermés dans lesquels ce type de connivence sont très importantes. Alors Stéphane Gatignol, l'autre aspect, peut-être l'un des éléments les plus importants, les journalistes, certains élus aussi, désormais, listent ce qu'ils appellent, entre guillemets, des Molenbeek français, dont Sevran en ferait partie. Et ils évoquent souvent cette salle de prière, vous en avez souvent parlé, ouverte en 2014 et qui était surnommée la mosquée de Daesh. Vous vous défendez, vous, en disant « je n'ai jamais fermé les yeux ». Oui, tout à fait. Déjà, enfin... Mais la question est légitime. Le Molenbeek est venu de Gilles Kepel. Moi, ce qui me surprend de la part de Gilles Kepel qui a inventé la commune de Molenbeek. Non, mais Gilles Kepel, le rapport avec Sevran. Voilà. Ce qui me surprend de Gilles Kepel, c'est que son dernier ouvrage sur le terrorisme de l'an dernier, il ne cite pas du tout Sevran dans les villes les plus impliquées, si vous voulez, l'ouvrage. Donc, soit il y a une évolution terrible depuis un an, et pour avoir discuté il y a longtemps avec Gilles Kepel quand il travaillait sur d'autres territoires en Seine-Saint-Denis, mais depuis un an, je ne l'ai pas tellement vu en ville, on n'a pas discuté, je ne vois pas trop pourquoi. Donc voilà, je suis surpris pourquoi il n'a pas dit il y a un an, alors qu'il cite un certain nombre de territoires. Moi, je pense qu'il faut faire attention quand on cite des territoires. Voilà. Ce que je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est sur un territoire, justement. On n'est pas commune par commune. Cette question, si on commence à se dire c'est commune par commune, mais on va vers un échec retentissant. Enfin, c'est le début de la débâcle pour nous. C'est-à-dire que quand je vous ai cité tout à l'heure que le fils roi, il se convertit, devient musulman dans une mosquée d'Aubervilliers, quand un autre part à Médine au pèlerinage avec des gens d'une mosquée d'un autre territoire en Seine-Saint-Denis et qu'on sait que c'est à ce moment-là justement qui passe à la radicalisation. Voilà, on ne peut pas comprendre et les liens sont extrêmement étroits sur des territoires entiers. Donc la question n'est pas une commune, mais la question c'est le territoire et comment ça se passe. Après, aujourd'hui on voit bien, il y a la question du renseignement qui est claire. Voilà, aujourd'hui, les renseignements généraux, renseignements intérieurs maintenant. Mais pardonnez-moi, vous êtes un maillon de la chaîne qui peut aider absolument. ce renseignement. Attendez, moi, je suis un maillon de la chaîne. Voilà. Mais en plus de ça, je n'ai pas l'habitude de le dire et ça me gêne de le dire, je vous le dis aussi. Parce que c'est des choses compliquées. Moi, je vais vous dire aussi simplement, moi, j'habite Sevran. Ma famille habite Sevran, mes enfants sont à Sevran. La vie quotidienne est là-bas. Ce que je suis en train de vous dire et ce que je dis depuis 3 jours dans les plateaux me mettent totalement en porte-à-faux. Vis-à-vis de l'État, qui me reproche aujourd'hui de dire mais vous parlez du renseignement, faut pas en parler. Alors qu'on y travaille, et je comprends cela, et j'étais le premier à dire et à prévenir justement aussi que attention, cette situation allait être désastreuse. C'est pourquoi je ne comprends pas des gens comme Gilles Kepel qui se permettent de dire ça et de créer ces conditions-là aujourd'hui. Et je me retrouve en porte-à-faux aussi avec les radicaux. Attendez, à un moment, c'est-à-dire de dénoncer, de dire par exemple que oui, j'ai des informations. Et quand je le dis à la télévision, oui, j'ai des informations, oui, je transmets des informations au service de police via la préfecture. Excusez-moi, ça me pose un problème aussi vis-à-vis d'eux. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je me trouve dans une situation complètement dingue, entre les deux, une situation que je n'ai pas choisie, que j'assume, et que je considère aujourd'hui que c'est aux politiques, c'est au gouvernement de venir et de dire oui, nous sommes tous dans ce maillon. Excusez-moi, je finis. Je finis simplement à dire, j'attends aujourd'hui, on dit qu'on est en guerre. Moi, je suis d'accord, on est en guerre, je le vois. Et la situation est en train de se détériorer à vitesse grand V, y compris parce qu'on est en train de diviser la société française. Et que ces divisions de la société française vont accélérer le processus de radicalisation d'une partie de la jeunesse. Et que, y compris, on est en train d'aujourd'hui créer les révoltes de demain. Simplement, ce que je veux dire, voir la réalité en face, ce n'est pas diviser. Non, mais quand je dis diviser la société française, Qui la divise ?
Mais quand on dit, par exemple, sur la question des musulmans, on entend tout un tas de choses sur les musulmans. Mais les radicaux, par exemple, aujourd'hui, le premier acte des radicaux dans les communes, dans les territoires, c'est déstabiliser la communauté musulmane. C'est déstabiliser en disant attention à l'imam, les gens qui travaillent avec la puissance publique. Parce que les radicaux, ils n'ont plus de lien avec la puissance publique. Ils nous refusent. C'est comme si on vivait dans deux mondes différents, même si on est côtes. Et donc c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la réalité. Simplement, excusez-moi de finir, parce que je me permets simplement de vous dire. Aujourd'hui, moi, ce que j'attends, très en colère, mais ce que j'attends, c'est quand même d'un pouvoir politique qui dise, y compris dans cette situation-là, qu'il arrête parce que moi, aujourd'hui, où on va, dans ce qu'on est en train de tous raconter, moi, c'est un vrai problème pour moi, y compris dans mon action au quotidien, dans ce que je fais, dans ma vie au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on va tout déballer? Voilà, ou est-ce à un moment, quelqu'un qui vient dire, voilà, aujourd'hui, oui, on est en guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans notre pays? Ça veut dire quoi dans nos territoires? Ça veut dire qu'à un moment, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dise, oui, tout le monde a une responsabilité. Moi, j'ai une responsabilité. Et j'ai une responsabilité, on a souvent dit, j'ai une responsabilité en tant que parent, par rapport à mes enfants, et ça, faut le dire, faut le rappeler. On a une responsabilité en tant que citoyen, j'ai une responsabilité en tant qu'élu, mais je suis un maillon, en tant qu'élu, de la chaîne justement du combat qui se mène aujourd'hui. Je retiens un mot très important. Vous dites, et vous reprenez le mot, on est en guerre. Mais vous voulez savoir, une fois qu'on a répété comme une injonction ce mot, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça, c'est une très très bonne question, parce que le maire, et ça on peut le dire, on le sait tous, ne peut pas tout faire évidemment. Et vous l'avez dit, vous avez vos responsabilités. On est sur des territoires en plus. Alors justement, votre regard. Et écoutez, moi j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que dit M. Gatignon, et je considère qu'il a raison, disons, sur la question des responsabilités qui doivent être partagées. Nous, et avec notre équipe, avec Wisak Kies et d'autres collègues, on a gagné une étude, disons, on a fait une étude, on est en train de la finaliser dans l'administration pénitentiaire pour mettre en place les premières mesures de prévention de la radicalisation. C'était en début de l'année dernière. On a envie de vous dire pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, mais c'est déjà bien de la faire maintenant. Nous sommes une équipe de chercheurs, une association, c'est pourquoi le gouvernement ne l'a pas fait avant, mais il a fait des choses avant. Je pense qu'il y a eu des études, des travaux, mais les choses sont arrivées à un certain niveau de problème et à ce moment-là. Et donc, on nous demandait aussi de mettre à jour ce qu'était l'outil de détection. Oui. Une grille qui était supposée servir à ça, mais à détecter des personnes qui étaient en voie de radicalisation. Et ce que nous, on a pu conclure, c'est des conclusions qu'on est en train de rendre aujourd'hui, c'est que la meilleure façon de détecter, c'est pas seulement être dans une visée sécuritaire, c'est important. Mais vous ne pouvez pas demander à tout le monde d'être dans la visée sécuritaire. Vous devez, et la seule façon, mais c'est où je rejoins M. Gatignon, de faire en sorte d'avancer, c'est que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire, c'est pas seulement une question du gouvernement, c'est pas une question seulement de la mairie ou de la police, des renseignements, mais tout le monde doit travailler. Les meilleures expériences en Europe. Expliquez-nous, excusez-moi, je vais sûrement vous relayer les interrogations ici des téléspectateurs. Mera, c'était en quelle année? 2012. Il y a combien d'années? Depuis 4 ans. 4 ans. Et c'est aujourd'hui qu'on dit qu'on doit tous travailler ensemble? Et peut-être, mais on ne veut pas non plus alerter. Je pense que la France était très réticente et on participe à des réseaux européens, particulièrement un qui s'appelle le RAN, Radicalization Awareness Network, c'est-à-dire réseau de prévention de la radicalisation en Europe. Et il y a plein de pays, l'Angleterre, l'Allemagne et le Danemark en particulier, qui ont mis des programmes avant la France. Mais je pense que la France, le terrorisme massif comme ça, il n'avait pas vraiment frappé. Je pense que, effectivement, ce que vous citez, et là, ça a été déjà un attentat, mais le vrai début pour la France, du terrorisme massif, c'était début 2015. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une grande réaction. Mais je pense qu'au niveau des collectivités, on ne voulait pas non plus alerter. Et le maire fait part des difficultés
empêcher de tout à coup mettre en place des politiques publiques qui vont... On a compris. Donc vous dites qu'on a eu du retard. Et maintenant, si il faut tout le monde doit travailler ensemble. Et il faut travailler pas ensemble. seulement sur la question sécuritaire, il faut travailler sur la question des besoins des personnes, les risques et les besoins des personnes. Parce qu'il y a beaucoup des gens qui se radicalisent. On peut arrêter les processus et les dispositifs. Monsieur, je vous ai compris. Je voudrais insister sur un élément essentiel quand même, parce que vous le disiez, c'est le renseignement et le renseignement humain. On a reçu, et Dieu sait combien il y a de spécialistes et d'experts aujourd'hui sur le terrorisme, proclamé, autoproclamé, mais certains quand même très sérieux nous disent le renseignement humain. C'est peut-être ça qu'on a perdu dans les territoires, c'est ça? Les renseignements, enfin excusez-moi, allez-y, les renseignements intérieurs, c'est que dalle. Voilà, mais pas ça d'ailleurs. Vous êtes d'accord, donc il y a attendez, moi j'ai dit, y compris après les attentats, c'est urgent de remettre les moyens à fond sur la question des renseignements, les anciens renseignements généraux, parce qu'aujourd'hui, y compris, ça pose un problème. Aujourd'hui, l'État, les gouvernants, la classe politique, c'est pas ce qui se passe chez nous. Mais pas seulement sur les questions religieuses, sur les questions économiques, sur les questions sociales, à tous les niveaux, les questions politiques. Parce que les renseignements, c'était pas seulement savoir qui faisait quoi. Les renseignements, les rapports mensuels du préfet à partir des documents des renseignements généraux, parlaient de la vie économique, sociale, de ce qui se passait. Et c'est essentiel pour un État de savoir ce qui se passe sur le terrain. Comment vous les gouvernez comme ça? Les gens aujourd'hui du gouvernement et de l'État et de la classe politique qui sont à Paris dans des bureaux, qu'est-ce qu'ils connaissent du terrain? Qu'est-ce qu'ils connaissent du terrain? Franchement. Oui, bien sûr. La disparition des RG, tous les collègues à qui j'ai posé la question pour écrire mon livre m'ont dit c'est une connerie. Mais tous ont utilisé le même mot, exactement, c'est une connerie. Les RG, c'était le baromètre de la société. Donc, c'était des gens qui étaient sur place, voyaient dans la population. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus ça, il n'y a plus cette chose-là. C'est-à-dire qu'on a du renseignement technique, on a des services de renseignement extrêmement structurés, extrêmement compétents, mais qui sont effectivement, je veux dire, il y a 5000 personnes à Levallois. Quand il se passe un truc à Sevran, encore c'est pas trop loin de Levallois, mais si c'est dans le sud de la France, comme dans l'affaire Mera, par exemple, à Toulouse, on a bien vu que c'était une catastrophe. Je veux dire, on a centralisé au maximum des services en disant on va faire un FBI à la française. Ça n'existe pas. Différence de culture aussi qui est flagrante entre deux pays. Messieurs, je voudrais vous faire écouter la réaction ce soir, c'est important, du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'opération policière d'envergure qui est en cours à Argenteuil. On écoute le ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Cette opération fait suite à une interpellation importante effectuée ce matin par la Direction générale de la sécurité intérieure qui a permis de mettre en échec un projet d'attentat en France conduit à un stade avancé. L'individu interpellé de nationalité française est suspecté d'être impliqué à un haut niveau dans ce projet. Il évoluait au sein d'un réseau terroriste qui projetait de frapper notre pays. Cette arrestation est le fruit d'une enquête minutieuse, conduite depuis plusieurs semaines et qui a mobilisé d'importants moyens de surveillance physique et technique, ainsi qu'une coopération étroite et constante entre services européens. Voilà pour cette déclaration ce soir. Georges Moréas, c'est assez précis là, une arrestation, quelqu'un qui faisait partie d'un réseau terroriste avec une frappe, une attaque qui était prévue. Oui. C'est quand même précis, mais c'est un peu flou, on ne peut pas se faire une opinion là-dessus. Un seul individu, ça paraît bizarre déjà, mais enfin c'est possible, pourquoi pas? On ne sait pas. Mais vous avez raison, il faut rester prudent à chaque fois sur surtout le commentaire à chaud. Un mot de conclusion à tous les trois, vraiment en un mot, il nous reste quelques secondes. Encore une fois, Stéphane Gatignon, on a entendu votre colère et c'est vrai que ça fait quelques jours qu'on vous pose les mêmes questions avec Sevran qui est mise un petit peu de manière aussi arbitraire par certains sur cette liste. On va voir. Vous savez, c'est parce que aussi Sevran, je me suis battu depuis des années. Voilà, donc je suis une personne. On sait très bien en attaquant là-dessus que j'allais réagir. Par contre, je pense que ceux qui sont aussi et qui montent tout cela en épingle, je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité, c'est aussi quelque chose de sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve, désolé de le dire, mais les journalistes souvent, moi j'ai entendu des trucs de fous furieux. Ça veut dire qu'on n'est pas. On a tous nos responsabilités. On a tous nos responsabilités, et notamment les analystes, comme des gens comme Gilles Kepel. Je pense qu'ils ont encore plus de responsabilités parce qu'ils connaissent le terrain et les risques derrière. Il faut faire attention. Vous savez, dans l'histoire, il y avait quelqu'un qui a théorisé sur le fait de ne pas vendre l'information, mais de vendre de l'émotion. Et je pense qu'aujourd'hui, on vend de l'émotion. Et quand on voit cette personne où ça aboutit à cette époque historique à l'époque,
on peut être qu'inquiet pour le devenir de la France. En tous les cas, les Français attendent de l'action parce qu'il y a eu une très forte période d'émotion. Merci en tous les cas pour ce débat de vérité. Merci à vous. Restez avec nous pour une parenthèse à présent. Malgré cette actualité lourde et tragique, c'est la semaine croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Ces caricatures le disent souvent mieux, beaucoup mieux qu'avec des mots. Et justement, quand il s'agit de parler d'émotions, Hervé Baudry, bonsoir. Bonsoir Sonia. Je vous laisse à l'œuvre. Merci. On va passer un petit peu... On a beaucoup parlé de Bruxelles il y a 2 jours avec les dessins sur ce plateau. Là, je vous propose un petit peu de nous ouvrir sur d'autres thèmes d'actualité et notamment par la phrase surréaliste prononcée par Marion Maréchal Le Pen qu'on a entendue cette semaine sur les plateaux télé. Je cite, « Il n'y aurait pas eu de 13 novembre si le Front National avait été au pouvoir ». Donc moi je me demande, et les dinosaures, Marion, et les dinosaures, est-ce qu'on a pu faire quelque chose ? Vous avez raison d'en rire. Mais oui, il faut en rire, malheureusement. Le Puy du Fou de Philippe de Villiers vient de racheter, il marche bien le Puy du Fou, donc ils ont beaucoup d'entrées, ils gagnent beaucoup d'argent, ils viennent donc de racheter pour plus de 320 000 € la fameuse bague de Jeanne d'Arc. Alors, vrai ou faux, l'anneau de la pucelle d'Orléans a suscité des réactions contrastées. Et il paraît qu'on aurait peut-être en grattant pour trouver des initiales comme ça, TATI par exemple. Sans transition, on passe de la pucelle d'Orléans à Marine Le Pen, où son voyage au Canada a viré au fiasco. L'ensemble de la classe politique canadienne l'ayant boycotté. Alors, moi, je pense qu'au moins, elle aurait pu faire un petit selfie avec un véritable autochtone. Et puis là, elle leur a mis dans ses bagages, tout n'était pas perdu. L'info est passée un petit peu inaperçue avec le drame de Bruxelles, mais la Cour de cassation valide donc les fameuses écoutes de Nicolas Sarkozy qu'il avait eues avec son avocat Thierry Herzog. Mauvaise nouvelle donc pour Sarkozy, car cette décision ouvrirait la voie à un procès en correctionnel. Donc voilà, on imagine la discussion entre Nicolas et Paul. 88 ans, c'est le temps qu'il a fallu à un président américain pour revenir sur l'île de Cuba. Une visite qui a permis, malgré tout, à Barack Obama de recevoir des opposants au régime répressif de Raúl Castro. Parce que c'est bien le folklore de la voiture cubaine, mais bon, il n'y a pas que ça. Vous avez raison. Je sais que vous aimez le football, Sonia. Vous êtes bien renseigné. Ben oui. Donc moi, je veux bien rendre ce soir hommage à Johan Cruyff, qui vient de nous quitter, le célèbre numéro 14 de l'équipe des Pays-Bas, de l'Ajax d'Amsterdam, nous a enchantés dans les années 70. Vous étiez sans doute dans les vestiaires de la vie, Sonia, je pense en 70. On termine donc par ce vent de fronde qui nous vient du 16e arrondissement. Voilà, aussi dans le 16e, ça bouge. Les habitants s'opposent à l'installation d'un centre pour SDF. Moi, dans un esprit de conciliation, j'ai trouvé une idée. Je propose une installation d'œillères pour chiens afin que les promenades quotidiennes ne deviennent pas insupportables. Vous en avez des idées. À la semaine prochaine. Et merci pour cette parenthèse. Merci, toujours bienvenue. Merci à vous. Il est 23h. Le rappel des principales informations de la soirée avec Paul Bouffard. Bernard Cazeneuve confirme ce soir une opération antiterroriste à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Une opération policière d'envergure. Un homme de nationalité française en lien avec un réseau terroriste a été interpellé ce matin. Le ministre de l'Intérieur précise qu'un projet d'attentat a été mis en échec. Des logements ont été évacués, plusieurs rues coupées. Une opération de déminage est toujours en cours. Pour le moment, Bernard Cazeneuve ne fait pas de lien entre cette opération et les attentats de Paris et Bruxelles. Hausse record du chômage en février, plus 1,1% de demandeurs d'emploi sans aucune activité, rien qu'en un mois. Une mauvaise nouvelle, une de plus pour l'exécutif français, Anne-Laure Bans. C'est une nouvelle douche froide pour le gouvernement. Après une légère baisse en janvier, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A n'exerçant aucune activité a fortement augmenté. Plus 38 400 chômeurs, soit une hausse de 1,1% par rapport au mois dernier. Un des plus mauvais chiffres jamais enregistrés depuis septembre 2013. Autre mauvaise nouvelle pour le gouvernement, toutes les catégories d'âge sont touchées par cette augmentation. Plus 0,5% chez les moins de 25 ans, plus 1,3% chez les actifs et plus 0,9% chez les seniors. Pour la ministre du Travail, ces chiffres s'expliquent en partie par une croissance encore frileuse. Des arguments peu convaincants pour l'opposition. Dans un communiqué, les Républicains fustigent l'inefficacité de la politique du gouvernement sur l'emploi depuis 4 ans. Le désastre en matière d'emploi se poursuit. Les chiffres confirment l'échec continu de la politique de François Hollande. Hasard du calendrier, ces derniers chiffres ont été rendus publics le jour de la présentation de la loi travail en Conseil des ministres.
Aujourd'hui, nouvelle mobilisation contre la loi El Khomri. Les étudiants et lycéens ont manifesté. Ils étaient cette fois moins nombreux, 43 000 personnes en France selon la police. Des échauffourées ont éclaté. Un jeune manifestant a été frappé par des policiers dans le 19e arrondissement de Paris. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, choqué par les images, a saisi l'inspection générale de la police nationale. Une enquête a été ouverte. Une réforme du Code du travail contestée, elle a été présentée ce matin en Conseil des ministres. Prochaine étape, le 4 avril, avec l'ouverture du débat parlementaire au Sénat. On promet de réécrire le texte. Jean-Baptiste Lemoyne, co-rapporteur du texte, ne veut pas d'un marché de dupes. On l'écoute. Il faut qu'on soit très terre à terre et qu'on arrive à adresser les grands défis de la France aujourd'hui. Comment on fait pour améliorer cette situation ? Un droit du travail qui effectivement également est peu adapté aux TPE et aux PME, qui sont pourtant aussi l'essentiel de l'emploi en France. Et donc, en réalité, je crois que le projet de loi passe à côté d'un certain nombre de choses et il nous appartiendra aussi d'enrichir la copie et puis aussi de l'ajuster en certains endroits et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Les suites des attentats en Belgique. Le niveau d'alerte antiterroriste vient d'être abaissé au niveau 3. Aujourd'hui, depuis sa prison de Bruges, Salah Abdeslam a changé de stratégie de défense. Il veut maintenant revenir en France pour être entendu par la justice. Au même moment, dans l'enquête à Bruxelles, la police recherche un nouveau suspect, Jordan Klein. Le suspect numéro 1 des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam, souhaite désormais s'expliquer avec la justice française le plus vite possible. Salah Abdeslam m'a donné son souhait de vous faire part qu'il souhaitait partir en France le plus vite possible. Verrez le juge d'instruction pour qu'elle ne s'oppose plus elle-même à ce départ et à cette remise en France, qui pourra se faire donc, on espère, en tout cas, je l'espère, dans les plus brefs délais. Dans l'enquête sur les attentats de Bruxelles, 2 suspects sont actuellement recherchés. Dans le métro de Malbec, Khalid El Bakraoui, kamikaze, a été filmé en compagnie d'un homme qui portait alors un gros sac. Les services de police n'ont pas encore réussi à l'identifier. L'autre suspect, l'homme au chapeau à droite sur cette photo, est accompagné d'Ibrahim El Bakraoui au milieu et de Najim Lachraoui à gauche, les 2 kamikazes de l'aéroport de Zaventem. Avant de prendre la fuite, il a laissé une valise remplie de la plus grosse charge explosive qui n'a pas fonctionné. Certains blessés sont soignés pour des blessures par balle. Il semblerait, selon le journal Le Soir, que ce soit cet homme qui ait ouvert le feu peu avant les explosions. Un appel à témoins a été lancé pour le retrouver. Avec Mohamed Abrini, dernier complice de Salah Abdeslam, ces 2 suspects sont désormais les hommes les plus recherchés d'Europe. La Belgique a vécu aujourd'hui son 3e jour de deuil. Nouvelle cérémonie d'hommage au Palais de la Nation en présence du roi et de la reine des Belges. Nouvelle minute de silence aussi cet après-midi partout dans le pays. 2 jours après les attaques, 2 ministres belges de l'Intérieur et de la Justice ont remis leur démission. Ils ont reconnu des erreurs dans la surveillance d'un des kamikazes. Démission immédiatement refusée par le Premier ministre belge Charles Michel. En bref, condamnation à 40 ans de prison pour Radovan Karadzic. L'ancien président des Serbes de Bosnie a été condamné pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Un verdict qui a été rendu plus de 20 ans après les faits. En Syrie, Daesh serait en train de perdre la ville de Palmyre. L'armée syrienne est entrée dans la cité historique, en plein cœur du pays. L'UNESCO a salué cette libération d'une ville martyre. C'est peut-être ce soir un tournant dans la guerre contre l'organisation État islamique. De son côté, l'armée irakienne a aussi lancé une large offensive. Objectif, reprendre Mossoul, 2e ville d'Irak, aux mains des djihadistes. Et comme chaque soir, on passe à la revue de presse. Et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens, les hebdos également. On va commencer, Paul, avec la une des Échos demain. Ce qui va changer après les attentats dans les transports, Sonia. Le journal revient sur les mesures de sécurité qui devraient être annoncées pour renforcer les contrôles dans les aéroports et les gares. Et la technologie sera au service de l'antiterrorisme. Des caméras intelligentes pourraient révolutionner la vidéosurveillance. On va poursuivre avec Libération à présent. Toujours le terrorisme à la une du journal. Les failles du nucléaire belge. Libération livre une enquête sur la sécurité dans les installations nucléaires en Belgique. La cellule qui a frappé Bruxelles aurait pu s'attaquer très bien à ces centrales, c'est-à-dire dans Libération.
On jette un coup d'œil à présent à la une du Figaro. La nouvelle menace, la Libye en une du journal. L'État islamique ne cesse de renforcer sa présence dans ce pays. Le Figaro rappelle que le Premier ministre libyen refuse l'accord de l'ONU de se retrouver en première ligne. Face à ce fléau, l'Europe s'inquiète et particulièrement l'Italie. Et on termine ce soir avec l'Ardennais. L'Ardennais, la région des Ardennes touchée par un cas de vache folle. Conséquence directe, le quotidien affirme que 60 bêtes seront abattues. Le spectre de la crise de la vache folle des années 90 qui avait conduit à l'effondrement de la consommation de viande refait aujourd'hui surface, Sonia. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité ce soir est écrivain, diplomate, il a été ambassadeur à Malte. C'est aussi un grand voyageur, auteur de très nombreux ouvrages, récits, romans. Il a également, vous allez l'entendre, une réflexion poussée sur la menace terroriste avec laquelle nous devons vivre désormais. Daniel Rondeau, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Je présente votre dernier ouvrage qui marque une rupture, du moins sur le thème, avec vos précédents livres. Et je m'y suis plongée avec plaisir, on va en parler tout à l'heure, Boxing Club. Et on verra qu'il y a toute une philosophie de vie dans la boxe à retenir. Mais avant d'en parler, je voulais d'abord avoir votre réaction, Daniel Rondeau, votre analyse suite aux attentats de Bruxelles sur le débat qui monte en Belgique et en France d'ailleurs, sur des zones dans notre République qui ont échappé à la vigilance de tous, sur lesquelles les pouvoirs publics auraient fermé les yeux pour acheter une paix sociale au paraélectoralisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que depuis très longtemps, nous pratiquons collectivement une sorte de déni de réalité. Déni de réalité, nous savons que depuis longtemps qu'il y a des centaines de nos jeunes compatriotes qui partent pour s'engager dans le djihad et nous n'en parlons pas. Nous savons depuis très longtemps qu'il y a des zones entières de la République qui échappent à l'autorité de l'État et à sa généreuse autorité. Que ces zones sont devenues petit à petit des sortes de matrices du malheur français parce que naturellement la vie dans ces territoires-là est devenue très compliquée pour tout le monde. Nous n'avons pas, nous savons, mais nous ne voulons pas le voir, que depuis des années, l'antisémitisme a progressé dans certaines banlieues et que Mein Kampf ou le protocole des sages de Sion sont des best-sellers dans certains quartiers. Nous savons, mais nous ne voulons pas voir qu'il y a une montée énorme d'un islam. Naturellement, il ne s'agit pas d'attaquer tout l'islam. Il y a une guerre dans l'islam, il y a une guerre civile dans l'islam. Il y a une guerre civile entre les sunnites et les chiites. Mais il y a une guerre surtout entre les salafistes, les wahhabites et les autres. Donc, dont les premières victimes, d'ailleurs, ont été des musulmans. Donc, nous n'avons pas voulu voir ça. Je crois que ce qui serait intéressant de se demander, c'est pourquoi on n'a pas... En tous les cas, à chaque fois qu'on a voulu aborder ces débats, on a invoqué des raisons comme « attention, ça peut faire monter le Front National » ou « attention, on va fâcher certains ». Oui, attention, faut pas faire monter, on va faire monter le Front National. Attention, on va fâcher nos amis musulmans. Et attention, alors on va provoquer des actes beaucoup de terroristes. musulmans attendent justement ce travail d'introspection eux-mêmes. Et bon, naturellement, le Front National, on sait où il est. Les actes terroristes, ils se multiplient et chacun comprend aujourd'hui qu'on est au début d'un processus très, très grave. Donc je crois que c'est nous-mêmes qui devons nous interroger sur notre comportement. Nous doutons, les Français depuis 30 ans doutent d'eux-mêmes, ils doutent de leur État, ils doutent de la République, ils doutent de la mission de la France, ils doutent de leurs saints et de leurs héros, des saints et des héros de notre histoire, ils doutent de notre langue, qui est une patrie, pas uniquement pour nous, les écrivains, mais pour tous les Français et pour tous les francophones. Et à force de douter... Oui, est-ce que ces doutes, justement, nous fragilisent? Exactement. Est-ce qu'on devient... Ces doutes, oui. Ils nous rendent très faibles. Ils nous rendent très faibles, et ils nous rendent brusquement face à un ennemi, puisqu'il s'agit bien d'un ennemi, ce sont des gens qui veulent nous détruire. Face à un ennemi, ces doutes nous paralysent et nous rendent même incapables de nommer l'ennemi. Islamisme? Bien sûr. Je vous pose la question, oui. Oui, bien sûr. Et je pense que ce déni de réalité, il a été aussi
flagrant dans notre politique extérieure, où nous avons refusé de voir ce qui se passait en Syrie depuis 5 ans. La guerre a duré 5 ans. Aujourd'hui, Palmyre a été repris, mais ça dure depuis 5 ans. Et notre seule obsession était une obsession presque fantasmatique. Il fallait faire partir Assad. Assad n'était pas... je ne suis pas un ami de la famille Assad. J'ai été interdit de séjour au Liban pendant 10 ans par la famille Assad. Je me suis heurté de front à la famille Assad, mais ce n'est pas Bachar el-Assad qui exterminait les chrétiens d'Orient et qui envoyait des terrorismes en Europe et dans le monde entier. Donc déni de réalité intérieure et extérieure. Et extérieure. Je vous rappelle que nous avons soutenu notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a parlé du Front al-Nosra, qui est une branche d'Al-Qaïda, en disant il faut reconnaître le Front al-Nosra fait du bon boulot. Bon, ben, le résultat, il est là, ce chaos. Il y avait aussi l'idée des droits de l'homme, au nom des droits de l'homme, qui était une idée assez farfelue. Le point de départ de tout ça, je crois qu'il faut rappeler que c'est l'intervention américaine en Irak en 2003, qui installe un chaos énorme, et que nous sommes tout le monde entier pris dans le remous de ce chaos. Ça, c'est très important. Je voudrais vraiment avoir votre point de vue là-dessus, parce que d'après, par exemple, Michel Onfray, le philosophe, les attaques terroristes dont on est victime, et victime l'Europe, c'est une sorte, selon lui, de riposte au combat antérieur, notamment en Irak et également en Libye. Est-ce que vous y voyez un lien de cause à effet ou pas du tout? Il ne faut pas voir cela comme ça. Non, mais bien sûr qu'il y a un lien. Le chaos a été installé en Irak au nom des droits de l'homme. Et on m'entend effrontément à l'ONU, à l'Assemblée des Nations. Les Américains ont détruit un État qui était dirigé par un dictateur, personne n'avait de sympathie pour Saddam Hussein. Mais nous avons détruit l'État et nous avons provoqué un nombre de victimes considérable. Cette intervention a provoqué entre 300 et 500 000 victimes. Donc cet État, la nature a horreur du vide. À chaque fois que nous détruisons un État, c'est la force la plus dynamique de l'instant qui s'en empare. Et c'est naturellement la force la plus dynamique aujourd'hui, c'est l'État islamique. La nature a horreur du vide. Les États que nous détruisons aujourd'hui deviennent la proie de l'État islamique. Mais comment fait-on? Par exemple, prenons le cas, le révélateur libyen. Cette lutte contre le terrorisme, elle se passe aussi en Libye avec Daesh qui s'y développe. On ne veut pas intervenir en Libye, on attend une solution politique. Est-ce qu'il faut imaginer maintenant des modèles d'intervention, évidemment en coopération avec le pouvoir en place? Non, mais le pouvoir en place, il n'existe pas. Le pouvoir en place n'existe pas. C'est les fameux rebelles syriens. Les rebelles syriens, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des démocrates syriens, que des gens qui ont manifesté dans les rues, mais des organisations de rebelles syriens, c'était des organisations fantômes. Donc aujourd'hui, le pouvoir en Libye, vous voyez bien dans quelle situation il est, complètement divisé les uns et les autres. C'est le retour aux tribunes de la vieille Libye. Et l'État islamique prospère sur cette régression. Avant de parler de votre livre, Daniel Rondeau, peut-être, ça fait quelques jours, c'est vrai qu'on a évoqué les différents aspects. On a parlé de la menace intérieure, du front extérieur. S'il devait y avoir une note d'espoir, on dit souvent que la bataille, même si c'est une bataille de génération, de plusieurs années contre le terrorisme, elle finit par être gagnée. Ça va être le cas? Bien sûr que nous gagnerons. C'est évident que nous gagnerons. Mais simplement, il faut bien se rendre compte que ça va être une bataille longue, lourde, pour la France et pour l'Europe déjà, puisque ce sont nos intérêts, notre culture, notre façon de vivre, nos religions, aussi le judaïsme et le christianisme qui sont directement menacés. Mais ça sera une bataille aussi pour les autres pays, pour les Africains, pour tous les pays du Moyen-Orient qui sont sous la menace directe du djihadisme. On ne le rappelle pas assez, donc ce n'est pas des combats de civilisation. Vous dites c'est ridicule. C'est un combat de tous contre une organisation terroriste. C'est un combat plus que contre une organisation. C'est une organisation qui prospère, qui gagne les cœurs. C'est-à-dire donc c'est dans les têtes aussi, cette guerre. Si c'était simplement une organisation, ça serait facile. Simplement, ces jeunes gens sont motivés, ils ont un idéal, ils aiment la mort, ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à donner la mort, mais ils sont aussi prêts à mourir pour leur idéal. Donc le combat va être long.
Long, mais au bout peut gagner, comme vous le dites. On l'espère. Daniel Rondeau, on va s'intéresser à votre livre à présent, Boxing Club. Alors pour ceux qui vous lisent, d'habitude et j'en fais partie, ça peut être surprenant, hein, mais on découvre que c'est en fait une passion. Alors la boxe, vous allez nous raconter, c'est vraiment venu sur le tard. Oui, c'est venu il y a une douzaine d'années. Bon, je découvre la boxe par hasard et surtout, j'ai la chance de tomber sur un coach extraordinaire qui est un ouvrier de cave. Chez Moët-et-Chandon, sur le site Mercier, Épernay, un ancien boxeur. Et je travaille la boxe avec ce coach chez moi, dans la grange de la maison où j'habite en Champagne. Et au fur et à mesure que je travaille avec lui, nous parlons. Il m'interroge sur le djihadisme, sur la politique étrangère de la France, sur les boat people. Et moi, je l'interroge sur son métier, sur sa famille et sur son club. Et je découvre en 10 ans que ce coach, qui s'appelle Jérôme Villemain, est un homme absolument merveilleux, qu'il a des qualités de pédagogue absolument incroyables, qu'il a formé des centaines de jeunes gens tout à fait bénévolement, y consacrant ses soirées, ses week-ends, et que ce petit club, qui est un club très modeste, comme il en existe beaucoup dans toute la France, eh bien, il a sorti une championne du monde qui s'appelle Amira Hamzaoui, un champion d'Europe, Jean-Michel Amilcaro, de jeunes espoirs. Et moi. Et vous. Mais juste rappelez-nous quelque chose. Je crois qu'au départ, vous ne souhaitez pas, pour des raisons, vous allez nous expliquer, aller vous entraîner dans ce club. Vous dites au coach, vous l'appelez la première fois, vous dites, moi je suis... Non mais je veux reste être chez moi. Je reste asocial. Qu'est-ce qu'il vous répond? Il éclate de rire? Il éclate de rire. Non mais c'est là que c'est quelqu'un de merveilleux, parce qu'il me dit, il faudrait que vous veniez à la salle, parce que la salle, il y a un rôle social. Et je lui dis, c'était au téléphone, je lui dis, je vous entends 5 sur 5, je comprends tout ce que vous me dites, mais vous, est-ce que vous pouvez comprendre que vous adressez à un asocial? Le type éclate de rire, une demi-heure après, il est chez moi. Et en fait, il ne vous connaît pas. Hein. Il ne me connaît pas. Il passe à travers une montagne de livres chez vous. Absolument pas qui je suis. Et en fait, on se met d'accord, on devient amis très vite. Et en fait, mon petit livre, c'est un livre d'hommage à ces jeunes gens qui sont des jeunes gens pauvres. Je disais que nous étions dans une France où les Français sont souvent déprimés, ils ne savent plus où ils habitent, ils ne savent plus ce qu'ils pensent. C'est un petit club, on va décrire l'ambiance vraiment qui est sur la rive droite de la Marne. Eux, ils ont un idéal, ils ont une passion, ils en bavent pour réussir, et ils y arrivent, ils gagnent. Donc c'est la France d'en bas qui gagne, si vous voulez. Mais l'influence de ce coach, elle dépasse largement le cadre de son club. Bien sûr, comprend très vite. Bien sûr, et on retourne exactement sur tous les problèmes dont on parle. Un des premiers galas de boxe auxquels j'assiste. Et bon, vous savez qu'on chante les hymnes nationaux quand il y a une championne ou un champion national qui se monte sur le ring. Et là, pendant la Marseillaise, il y a quelques jeunes gens qui chahutent, qui sifflent. Et le gala suivant, le coach anticipe tout ça. Bon, il y a 1200 personnes. Hein, vous savez, ce sont des amateurs. Et le coach anticipe tout ça. Et au moment de la Marseillaise, sans élever la voix, presque sans parler, il va faire chanter tous les réfractaires. Et là, je comprends ce que c'est que l'influence d'un homme dans une cité, c'est-à-dire c'est une influence qui dépasse son petit club, il a une influence très large qui rayonne pour le bien de tous. Et on comprend les vertus de la boxe, vous allez me dire si je peux les énumérer, alors la discipline, la politesse, le respect de l'adversaire, c'est bien cela? C'est ce qu'on apprend? L'humilité et le courage. Et le courage, et donc, tout ça, oui. C'est des vertus que tout écrivain doit avoir. C'est pour ça, oui. Mais bon, que tout le monde vous savez, on n'imagine pas les efforts qui sont nécessaires pour être simplement un bon boxeur moyen. Il faut y consacrer des années et des années d'entraînement. C'est la même chose pour être un bon écrivain moyen. Si on ne met pas... L'art est un courage. C'est la même chose pour être un bon journaliste moyen. Bien sûr, l'art est un courage, disait Victor Hugo. Et je crois que c'est valable pour tous les Français aujourd'hui. Je crois que si tous les Français nous avons ces qualités, c'est pour ça que de temps en temps, mon pays m'enrage, parce que je vois bien que c'est un pays extraordinaire. Nous avons des capacités formidables, uniques, singulières. Il y a chez les Français des talents en tout genre. Et malgré tout, on n'arrive pas à se sortir des ornières où nous sommes enlisés depuis longtemps. C'est pour ça que je les ai pris un peu comme exemple. Mais c'est très bien vu, c'est une vraie leçon de vie. Et ce qui est passionnant dans un match, sur un ring, c'est une vraie boîte de surprises. Tout peut arriver. Le meilleur comme le pire, toucher son rêve, le titre comme le cauchemar. Tout perdre. C'est la vie condensée. C'est la quintessence. Ce qu'il se passe sur un ring,
c'est-à-dire 6 mètres sur 6, clos de corde en chambre, sous des lumières un peu comme celle-ci, eh bien, c'est un espace théâtralisé, ritualisé, où toutes les émotions les plus importantes qui nous touchent dans la vie vont se succéder en 3 minutes. Vous retournez demain à l'entraînement ? J'y retourne. Vous entraînez tous les jours ? Oui. Quand je suis chez moi, je m'entraîne un peu tous les jours, mais seul. D'ailleurs, je crois savoir, voilà comment ça vous est venu. Est-ce que c'est le cas? Parce que je crois que vous travaillez le matin, vous travaillez le soir, et entre-temps, vous êtes fatigué. Non. Quand, vous savez, vous vous entraînez à ce écrire, en moment-là. tout cas, je ne sais pas comment sont les autres, mais écrire, c'est aussi très physique. L'écriture, c'est très physique. Et quand on a travaillé toute une matinée, on se bat, l'écrivain, il se bat toute la journée contre ses démons et contre les mots, avec les mots. Vous me faites le signe, là. Non, mais c'est exactement ça. Donc, au bout d'une matinée de travail, en tout cas, pour ma part, je suis peut-être une petite nature, mais au bout d'une grande matinée de travail, je suis épuisé. J'ai du mal à travailler l'après-midi. L'après-midi, je lis, je prends des notes sur des choses et d'autres, et j'ai besoin de faire d'avoir un peu d'activité physique pour relancer la machine, pour être capable de retravailler un peu le soir. Et ça rejoint un sport, si on peut appeler ça un sport, qui allie, comme vous l'avez dit, le respect, la politesse, la discipline. Et est-ce que vous avez vu des enfants dans ce club? C'est très important. Oui, bien sûr, il y a des enfants. Il y a des très jeunes enfants. Les enfants commencent à 7 ans, 8 ans, 9 ans. Mes 2 petits garçons... Et des petites filles aussi. Boxe, oui, des petites voilà, filles les vertus à lire, formidables. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai découvert vraiment l'univers de ce petit club formidable, où vraiment on voit qu'il est soutenu par la municipalité seulement. Il n'y a pas beaucoup de moyens, il y a une intimité. Voilà, la dernière fois que des j'étais à un de ces galas, au moment où je partais, une dame tout à fait ordinaire m'attrape par la manche et me dit « Monsieur, est-ce que vous avez compris que Jérôme Villemain, c'est l'âme du club ». Le coach, c'est voilà, l'âme le du coach, club. l'âme Tout du est club. dit. Voilà. C'est très bien résumé. Merci beaucoup, Merci Daniel Rendon. infiniment. C'était un plaisir de vous Merci recevoir. beaucoup. Tout de suite, c'est le Zapping Public Sénat. Je partage l'impatience, voire la colère du ministre de l'Intérieur. J'évoquais ma visite au Parlement européen. J'ai réécrit à Martin Schulz. Il va falloir quand même que la gauche européenne et un certain nombre de libéraux, je mets à part l'extrême droite, pardonnez-moi, pour leur dire, mais soyez responsables. Il faut qu'on renforce Frontex. Il faut qu'on donne à Europol des moyens. Sur l'état d'urgence, vous voulez le prolonger ou pas, Monsieur le Président? Mais si c'est nécessaire, si c'est la sûreté, la sécurité des Français, c'est ma priorité. Une réactivité possible grâce à la proximité, indispensable selon Alain Châtillon à son travail de sénateur. Je ne vois pas comment je pourrais être un sénateur efficace si je n'étais pas 2 jours, 3 jours par semaine au contact des réalités, que ce soit dans le monde artisanal, industriel, commercial ou même de mes concitoyens. Et donc c'est cette proximité qui me donne la force de revenir au Sénat toutes les semaines avec envie de gagner. Voilà. Puis ça, c'est un gagnant. Il ne faut pas rigoler avec ça. Voilà. Bon. J'aimerais qu'on commence, comme traditionnellement dans cette émission, avec une première archive. On est en 1954 et les jeunes manifestent, les jeunes étudiants, et vous allez voir qu'à l'époque, ils manifestent dans l'ordre. Conviés à manifester par des tracts endeuillés, les étudiants de Paris se sont retrouvés 5000 rue Soufflot. Ces manifestations, qui devaient les conduire en bon ordre jusqu'à la Sorbonne, avaient pour but d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés de la condition d'étudiant et sur l'insuffisance de classes et de maîtres. Manifestation calme et sage, inspirée par les graves soucis de l'époque et qui repousse loin dans le passé les chahuts d'autrefois. La journée de mobilisation d'aujourd'hui, elle prouve que, au moins du côté des lycéens, des étudiants et des jeunes en général, la contestation du projet de loi est toujours là. Je ne crois pas que le Premier ministre, avec son bricolage pour faire une deuxième version du projet de loi travail, ait convaincu grand monde. Tous les jeunes de ce pays ont conscience que ce projet de loi, ça reste davantage de précarité sur le marché du travail, ça reste une dégradation de leurs conditions de travail. Cette volaille est bradée pour des raisons différentes. Subventions, notamment sur les céréales en Europe, main-d'œuvre sous-payée dans les pays émergents, le tout au mépris de la qualité. En France, par exemple, la poule de réforme est considérée comme trop dure pour être consommée.
Les points clés qui vont fragiliser le plus les salariés sans régler la question de l'emploi restent dans le nouveau texte. Les licenciements économiques, le champ même de ce qu'on appellera un licenciement économique est largement élargi, si bien que pendant 2 ou 3 trimestres, si vous avez une perte, vous pouvez considérer qu'il y a possibilité de licenciement économique. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Votre rendez-vous demain matin, c'est Territoire d'Info. L'invité, Frédéric Pechnard, directeur général du parti Les Républicains. À bientôt. On se retrouve, notez-le, mardi soir pour vos débats, décryptage et puis le grand entretien. Merci encore. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.